Bonjour, bon après-midi. Bienvenue à cet événement Tête à Papineau. C'est la première de cette session d'hiver parlementaire. Comme on le dit si bien chez moi à Montréal, être une tête à Papineau, c'est être quelqu'un de très brillant et c'est le cas de notre invité aujourd'hui, Dr. Volker Gertz. Let us begin by acknowledging the indigenous peoples. J'aimerais commencer par reconnaître les Autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous reconnaissons l'importance de ces territoires que nous appelons notre chez-nous. Nous faisons ça pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre toutes les nations et comprendre l'importance des personnes et des peuples autochtones ainsi que de leur culture distincte. D'un océan à un océan à l'autre océan, sur les trois océans, nous reconnaissons les territoires ancestraux des Inuits, des personnes Inuits, métis, et toutes les personnes de Première Nation qui sont chez eux, qui appellent, nous respectons les gardiens de la connaissance traditionnelle, vieux ou jeunes, et nous reconnaissons tous ces connaisseurs passants et présents. Au nom du Partenariat pour la science et la technologie, c'est mon grand plaisir maintenant de vous reconnaître à ce Bacon and Eggs, à cet événement de la tête à Papineau. Des matériaux à l'Université McGill et une des volontaires de Tête à Papineau. We work on behalf of the Partnership Group for Nous Science and travaillons au nom du Partenariat pour la science et la technologie, qui est un organisme à but non lucratif enregistré de 21 sociétés nationales de sciences et d'ingénierie représentant plus de 50 000 scientifiques et ingénieurs. La série des Têtes à Papineau veut offrir aux parlementaires ainsi qu'aux décideurs la possibilité d'entendre de première main les excellentes recherches qui sont entreprises au Canada. Qui présentent sont des chercheurs et des innovateurs exceptionnels. Mais comme l'était Papineau, ces conférenciers doivent être aussi orateurs exceptionnels qui font le lien entre la recherche et les besoins de la société. At the end of Dr. Gertz's presentation, À la fin de la présentation du Dr. Gertz, vous allez avoir une section sur questions et réponses. Vous pouvez soumettre vos questions par la fonction clavardage de la boîte de conversation. Nous donnerons la priorité aux questions provenant de nos députés fédéraux ainsi que de nos sénateurs. La série des Têtes à Papineau est heureuse de reconnaître le soutien de plusieurs organisations que nous avons montré avant la présentation. Nous sommes reconnaissants envers eux tous, y compris Génome Canada et l'Université de la Saskatchewan, qui appuie la séance d'aujourd'hui. Nous apprécions aussi l'appui fourni par tous nos commanditaires, l'orateur, le président de la Chambre des communes et le président du Sénat. Maintenant, j'aimerais demander au Dr. Rob Hannon, président et PDG de Génome Canada, ainsi que le Dr. Mike Say, président général de Génome Paris, de nous présenter notre conférencier. Excellent. Merci, Sydney. Merci au Partenariat pour la science et la technologie de nous fournir cette série. Et nous, chez Génome Canada, nous sommes tout à fait enthousiastes d'être des commanditaires pour ces séries Déjeuner des Têtes à Papineau. C'est tellement important pour la communauté. C'est une excellente façon de lier la prise de décision avec la science pour nous assurer que nous avons un excellent leadership, surtout dans une époque comme celle où nous vivons aujourd'hui. Le sujet que nous avons est très important. Il s'agit de la COVID-19. Nous savons que la COVID-19 a mobilisé nos ressources, que ce soit les ressources médicales, économiques, sociales ou scientifiques, à travers les générations. La réponse rapide dans la matière des tests, la surveillance et du développement des vaccins en thérapie, etc., dans nos innovations thérapeutiques, nous ont aidé à faire face à ce défi massif. Chez Génome Canada, nous avons un réseau génomique qui s'appelle Kanakagemic, qui fait le suivi du virus et ses variants ici et contribue à en faire le suivi partout dans le monde. Et ça nous aide à comprendre aussi les liens génétiques qui éclairent les issues pour les patients. Ce réseau comprend des laboratoires de santé publique, des hôpitaux de recherche, des laboratoires universitaires qui travaillent tous ensemble pour éclairer les décisions publiques en santé publique et nos réponses et nos réactions. La semaine passée, le gouvernement a annoncé une stratégie intégrée pour qui lie ce travail avec d'autres importantes initiatives dans tout le système, dans le domaine des tests, de l'immunologie, le déploiement des vaccins, etc. Nous aurons une réponse plus agile et plus rapide. Nous pourrons répondre davantage en temps réel. Ça fait partie des leçons que nous avons apprises dans tout cela. Et les systèmes que nous avons n'étaient pas prêts à répondre à quelque chose de cette ampleur. Nos gens et le dévouement qu'ils ont envers la cause dans l'ensemble de l'écosystème ont répondu à ce défi, mais il est clair que nous avons besoin d'augmenter la taille des infrastructures et leur interconnexion
doit être bien meilleure. Donc, la façon dont nous réagissons à cette crise aujourd'hui, c'est que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Nous nous tournons vers les leçons apprises en vue de les appliquer et voir ce qu'il y aura de valeur au-delà du moment présent pour remplir les lacunes et combler ce qui nous manque au cours des derniers mois. Nous, chez Genome Canada, nous porterons notre attention là-dessus. Nous allons avoir 6 centres génomiques pour suivre la recherche et l'innovation génomique avec les sciences biologiques pour s'assurer que nous avons les capacités humaines et techniques nécessaires pour répondre aux menaces futures. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste d'avoir une conférence du Dr. Volker Gertz qui est reconnu comme une des composantes clés de notre état de préparation à la pandémie. J'ai hâte d'entendre le point de vue du Dr. Gertz sur la façon dont on peut être mieux préparé pour le présenter. Je vais passer la parole à mon collègue de Génome Prairie, Mike Say. Merci Rob et merci Sydney. Et j'ai l'honneur, le grand honneur de dire quelques mots sur notre conférencier, le Dr. Gertz, Volker Gertz. Avant d'arriver à l'événement lui-même, je vais rapidement donc vous présenter sa biographie. Le génome a été établi en 1975 à l'Université de Saskatchewan. Et VETO, c'est une organisation qui est une organisation sur les maladies infectieuses et les vaccins. VETO, c'est à partir d'une organisation agricole et c'est maintenant devenu un institut de recherche de classe mondiale dédié au développement de vaccins, la protection de la santé humaine ainsi qu'animale. Il y a environ 160 membres du personnel interdisciplinaire avec plus de 2 millions de dollars qui ont été investis dans l'infrastructure actuellement. Et il y a plus de 4 décennies d'expérience derrière VETO. VETO développe des vaccins et de la technologie qui protègent la santé. VETO, le COVAX-2 de VETO est un vaccin fait au Canada qui est à la phase 1 de ses essais cliniques actuellement à Halifax, au Centre canadien de la vaccinologie. Et en plus, il y a du travail qui est en cours actuellement pour construire une usine de fabrication qui pourra produire jusqu'à 40 millions de doses annuellement. VETO est dirigé par le Dr. Volker Gertz et son équipe de leadership regarde de façon enthousiaste vers l'avenir avec un centre de recherche proposé qui pourrait jouer un rôle très précieux pour répondre rapidement à des pandémies futures. C'est aussi le point principal de ce webinaire. Je ne veux pas dire ce que le Dr. Volker doit vous dire, mais sauf pour dire que le génome est le joyau de la couronne de toute la communauté canadienne de la recherche. C'est à nous, en tant que citoyens, de s'assurer qu'on fournit les ressources nécessaires à cet actif précieux au niveau national. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux, nous, chez Génome Prairie, en faisant avancer des projets de recherche très importants au fil des ans. Je vais dire quelques mots maintenant sur le Dr. Gertz. Volker Gertz a reçu un DVM, c'est-à-dire un doctorat en médecine vétérinaire en 1994 de l'Université de Hanovre et un doctorat équivalent en Allemagne de l'Institut fédéral de recherche sur la santé animale sur Rhin et à l'école vétérinaire en Allemagne en 1997. Il a eu ensuite une bourse de postdoctorale financée par le Conseil de recherche allemand de 1998 à 2000, ici chez VETO, dans le domaine de la découverte de vaccins et de l'immunologie des muqueuses. En 2002, le Dr. Gertz s'est joint à VETO comme scientifique de recherche. Il a été nommé directeur associé de la recherche en 2007 et il est devenu le directeur et PDG en 2019. Bien sûr que le Dr. Gertz a des intérêts de recherche qui sont dans le domaine du développement des vaccins pour les humains ainsi que les animaux. Je vais terminer le commentaire en disant que c'était une année longue et difficile pour nous tous et nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Cependant, nous devrions tous être fiers et consolés par le fait que ceux qui sont venus avant nous ont pu créer des financements pour VETO au cours des 7 dernières années. Et grâce à ce soutien continu, on a pu assembler certains des meilleurs esprits canadiens pour construire les vaccins qui vont protéger notre avenir. Je vais maintenant passer la parole au Dr. Gertz. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre aimable présentation, Rob, Sydney et Mike. J'essaie maintenant de partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Et si vous pouvez confirmer que vous voyez bien l'écran. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de la présentation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici pour venir vous parler ce matin. J'aimerais commencer en disant un grand merci au partenariat de la science et de l'ingénierie de m'avoir invité. Et je remercie aussi toute l'équipe qui a fait un excellent travail pour organiser cet événement et me garder à l'heure et pour vous envoyer les bonnes diapositives et tout cela. J'aimerais vous remercier tous, bien sûr, de votre intérêt et de votre présence ce matin pour écouter
mes réflexions sur la façon dont le Canada peut être mieux préparé pour la prochaine maladie infectieuse, que ce soit une pandémie mondiale ou simplement une maladie infectieuse émergente qui n'a pas toujours un impact aussi global. J'aimerais vous parler rapidement ce matin du travail que nous faisons ici chez Vido à l'Université de Saskatchewan. On veut vous parler des maladies infectieuses émergentes et de l'impact qu'ils ont et comment nous y réagissons, comment nous répondons à ces maladies avec un accent sur les vaccins, qui est une des façons de réagir et de répondre à ces maladies émergentes. Et finalement, j'aimerais vous donner quelques réflexions sur des points de vue, mes propres réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la science nous aide à être mieux préparés pour la prochaine maladie émergente. J'aimerais commencer par vous présenter notre organisation VIDO, l'organisation de vaccins sur les maladies infectieuses ici à l'Université de la Saskatchewan. Nous sommes un centre de recherche un peu à l'extérieur de l'université. Nous avons plus de 45 ans d'expertise en santé humaine et animale. Et comme vous l'avez entendu dans l'introduction, en tant qu'organisation de maladies vétérinaires se concentrant sur les problèmes du bétail et des animaux, mais on s'est rapidement rendu compte que ce qu'on voit chez les animaux se voit aussi chez les humains. Comme je vais l'indiquer plus tard, c'est cette interface entre les humains et les animaux d'où proviennent ces maladies infectieuses. C'est pour ça que c'est si important qu'on travaille à des solutions là-dessus, qu'on garde à l'esprit cette idée de santé unique, humains plus animaux, et se concentrer sur l'interface entre les humains et les animaux. Comme je l'ai mentionné, on a environ 160 employés, membres du personnel, avec un budget annuel d'environ 20 millions de dollars. Et comme on l'a indiqué dans l'introduction, nous fonctionnons actuellement dans la plus grande infrastructure à haut confinement de pathogènes au Canada. Ce sont des pathogènes souvent qui exigent ce qu'on appelle le niveau de confinement numéro 3. Alors, vous pouvez voir dans ce petit graphique que nous avons des scientifiques actuellement qui proviennent de plus de 25 différents pays, comme on l'a mentionné, avec plus de 200 millions de dollars d'infrastructures de bioconfinement. Nous sommes certifiés ISO, plus de 45 scientifiques de niveau doctoral qui travaillent ici. Et par année, nous menons plus de 150 études vaccinales sur plus de 150 maladies infectieuses et nous avons développé et commercialisé 10 vaccins, dont 6 sont des premières mondiales. J'aimerais aussi mentionner que nous avons un conseil d'administration international qui a des représentants de tous les parties prenantes clés, y compris l'industrie pharmaceutique et l'industrie du bétail et de la production animale, ainsi que des gouvernements internationaux et des organisations de recherche à différentes universités. Maintenant, dans le contexte de la COVID-19, ce qui est le plus pertinent est ceci. Il s'agit du Centre international de vaccins. C'est le plus grand laboratoire de haut confinement au Canada qui nous permet de travailler avec ces pathogènes de niveau 3. En fait, c'est une des plus grandes installations, le plus avancé au monde actuellement. Et ils ont la capacité de travailler avec des animaux très petits, comme vous pouvez voir sur l'image. C'est une chauve-souris brune. On peut travailler aussi à des gros animaux, des porcs et du bétail, du bovin, etc. Ça nous permet aussi de manipuler ces gros animaux comme modèle des maladies humaines. C'est pour ça que cette installation est tellement unique. C'est parce qu'on peut avoir ces grands animaux et de très grand nombre de ces animaux. Actuellement, comme on l'a dit dans l'introduction, nous sommes en train de construire une installation sur les maladies infectieuses et cette fabrication GMP à comme toute l'usine d'ailleurs, est à des fins de recherche. Nous avons avec bonne pratique de fabrication, nous avons des scientifiques de partout dans le monde qui viennent ici pour faire la recherche. Ils viennent pour travailler par contrat, comme on l'a fait pour la plupart du temps pour le COVID-19, ou ils peuvent envoyer leurs propres équipes pour venir travailler avec nous, travailler pendant un certain temps et passer à autre chose, et la prochaine personne peut entrer. Et tout ça est financé par la Fondation canadienne de l'innovation, et ainsi que le gouvernement du Saskatchewan, ainsi que l'Université de la Saskatchewan. Et ça nous permet vraiment de faciliter la recherche, permettre à des chercheurs de partout au Canada d'utiliser nos espaces à haut confinement. En ce qui concerne la COVID-19, la VIDO était une des principales organisations à répondre rapidement à ce nouveau défi. Nous avons été les premiers au Canada à isoler ce virus. Ça a été fait en collaboration avec nos collègues à Centre de santé Sunnybrook, ainsi au laboratoire de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada, la SPC au Canada. À Winnipeg, nous avons été les premiers au Canada à établir un modèle animal
et nous sommes maintenant la première université, le premier laboratoire universitaire qui a un candidat au vaccin qui est déjà en essai clinique. Mais ce qui est probablement plus pertinent dans le contexte de ma présentation, je veux dire que Vido est un des endroits où on doit aller au Canada pour ce qui est de la recherche sur la COVID-19. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec plus de 80 différentes compagnies, la moitié d'entre elles étant canadiennes, pour faire ce que je viens de décrire, ce que nous faisons, à travailler sur des vaccins, sur des éléments thérapeutiques en utilisant nos structures à confinement élevé. Cela a été soutenu financièrement par le gouvernement fédéral, mais aussi par le gouvernement provincial. Ce qui est important d'indiquer, vous pouvez voir aussi que nous avons reçu 23 millions de dollars l'an passé pour développer un vaccin Made in Canada. Nous avons reçu 11,3 millions de dollars du programme MSI par la Fondation canadienne de l'innovation pour améliorer nos capacités. Et nous avons reçu 12 millions de dollars, qui était la deuxième partie de notre financement, pour notre installation, notre usine de fabrication de vaccins qui est actuellement en construction. La province de la Saskatchewan est venue à la rescousse et nous a donné 4,2 millions de dollars pour la recherche sur les vaccins, mais aussi pour soutenir notre usine de fabrication de vaccins. Alors, ce financement nous a permis d'engager rapidement plus grand nombre de personnes et d'allouer plus de ressources. Et nous avons maintenant une très grande équipe, comme vous pouvez voir, de chercheurs dédiés qui travaillent spécifiquement sur la COVID-19 actuellement. Et nous faisons ça par quart de travail. Pendant de très longues journées, on travaille également les fins de semaine et ça a été toute une entreprise au cours de la dernière année. J'aimerais les remercier tous à ce moment-ci de tout leur dévouement, de tous les efforts qu'ils ont investis dans ce travail sur la COVID-19 au cours de la dernière année. En plus de cela, nous avons aussi tendu la main à plusieurs partenaires à l'ensemble du pays. Nous avons des collaborations, comme vous pouvez le voir, avec le gouvernement, avec les agences de santé publique, avec le CIA en Alberta, le service de santé de l'Alberta aussi. Nous avons travaillé avec plusieurs universités au Canada, avec toutes ces compagnies également que j'ai mentionnées auparavant, plus de 40 compagnies. Et nous avons fait aussi de la recherche concomitante. Nous avons invité les chercheurs à venir pour un stage d'un an au Vido en amenant leur groupe avec eux pour faire de la recherche sur la COVID-19 ici à la Vido en utilisant nos installations. Voici simplement un survol de nos recherches sous contrat. Actuellement, comme je mentionnais, il y a plusieurs compagnies avec lesquelles nous avons travaillé, 50 étant canadiennes, y compris de grandes fondations comme la Fondation Gates et d'autres. La moitié de ces fondations, de ces compagnies sont canadiennes et la moitié sont internationales. Et c'est très typique parce que nous sommes un groupe de recherche dédié qui a été désigné, qui a des gestionnaires de projets désignés. Nous sommes certifiés ISO et nous sommes très familiers avec le processus de travailler avec des compagnies biotechnologiques et pharmaceutiques pour répondre à leurs besoins, pour le développement, etc. Maintenant, pour passer, quand on parle de maladies infectieuses émergentes, on n'a pas besoin de vous en parler. On a tous vécu à travers une pandémie actuellement. Mais ces maladies émergentes infectieuses, ce sont des maladies qui apparaissent dans une population pour la première fois ou qui ont peut-être existé auparavant, mais qui augmentent rapidement dans leur incidence ou dans leur répartition géographique. C'est la définition selon l'Organisation mondiale de la santé qui, déjà en 2018, donc il y a des années, avait déjà identifié la maladie X comme une des 10 plus importantes menaces à la santé mondiale. Alors, si on y pense, certains exemples récents, bien sûr, il y a eu le SRAS-CoV-1, il y a eu le Zika, le syndrome du Moyen-Orient, la grippe porcine, la grippe pandémique, mais maintenant le SRAS-CoV-2, mais on a vu aussi les éclosions de rougeole, d'ourayons, de coqueluche et de streptocoques. Et de plus en plus, on voit du streptocoque, etc. De très, très nombreuses maladies au cours de la dernière décennie. Nous pensons qu'en un an, il y a environ 3 nouvelles maladies chaque année qui émergent. Toutes les 2 ou 3 ans, il y a un événement plus important qui devrait nous inquiéter. L'autre chose importante à mentionner ici, c'est que même si on se concentre bien sûr sur la COVID-19 et à cause de son aspect humain, les maladies émergentes affectent également les animaux et constituent de grandes menaces à l'industrie de production animale du Canada. En fait, il y a plusieurs de ces maladies, même si elles affectent les animaux, peuvent sauter chez les humains. Alors, c'est de nature zoonotique, ce sont des zoonoses, mais plus de 70 de ces zoonoses sont des maladies humaines sont zoonotiques. Ça veut dire que ça saute d'une espèce à l'autre et ça peut passer des animaux aux humains ou ça peut sauter des humains vers les animaux, comme on a déjà vu avec la grippe porcine. Et si vous voyez cette manchette du côté droit, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la COVID-19 dans nos vies quotidiennes? Pendant qu'on fait ça, on espère que nos vies pourront retourner à une certaine normalité bientôt. Non, juste l'an passé, donc il y a à peine quelques mois, on a eu
un des plus gros producteurs de porc en Allemagne, a eu son premier cas de la grippe porcine africaine, une maladie mortelle, létale des porcs qui circulent déjà au cours des dernières années en Chine, en Asie, surtout en Chine, en Thaïlande et en Corée, etc., au Vietnam. Mais c'est atteint maintenant l'Europe. C'est aussi une grande menace pour l'industrie du porc canadien. Alors, l'industrie porcine est en état d'alerte depuis de nombreuses années. Le problème qu'on a avec cette maladie, c'est qu'on n'a pas de vaccin pour cette grippe porcine et c'est un grave problème pour notre commerce avec d'autres pays. L'industrie du porc au Canada est une industrie basée sur l'exportation. Plus de 60 ou 70 de nos produits porcins vont vers d'autres pays. Si on avait la maladie ici, ça fermerait immédiatement les frontières et ça enleverait cette possibilité de faire du commerce avec d'autres pays. C'est une grande importance, bien sûr, et nous estimons qu'on a estimé que l'impact serait de 23 à 25 milliards de dollars. Et il y a d'autres cas. Si vous pensez à l'encéphalopathie bovine ou la grippe aviaire ou le coronavirus du porc ou la tuberculose bovine qui est entrée au Canada en 2014, nous savons en passant que nous avons été la première organisation qui a développé un vaccin contre cette tuberculose bovine. Et récemment, on a vu des cas de cette tuberculose bovine dans le sud de la Saskatchewan, de l'Alberta. C'est un grand risque pour notre industrie de la production animale. Bien sûr, on n'a pas besoin de parler beaucoup de l'impact économique. Nous savons tous qu'actuellement, nous souffrons tous énormément de la pandémie qui a fait rage et on voit que la croissance des PIB de ces pays, qui vient d'être publié par la BBC en janvier de cette année, vous voyez qu'il y a eu un gros impact sur beaucoup de ces pays. Vous voyez l'impact sur la bourse, sur la capitalisation boursière et commence à chuter de façon très importante. La même chose s'applique au chômage qui augmente. Ce sont des chiffres qui constituent une comparaison entre 2019 et 2020. On voit des mouvements d'augmentation du chômage à la suite de la pandémie et bien sûr une chute de nouveaux affichages de postes dans de très nombreux pays dans le monde. Nous savons tous que les déplacements au niveau mondial, les voyages sont immobilisés. Cela affecte le tourisme. Vous voyez comment peu de temps après l'annonce de l'éclosion commence à baisser et comment maintenant toute l'industrie mondiale du tourisme est en train de s'effriter, de s'effondrer dans le monde. Alors, ces maladies infectieuses peuvent avoir un énorme impact économique. Il est important de nous préparer à ces maladies et que nous y répondions de façon très rapide et appropriée. Comment est-ce que nous répondons? Comment est-ce que nous réagissons à ces maladies infectieuses émergentes? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis un scientifique, bien sûr, je vais vous donner mon point de vue en tant que chercheur et sur la science qui est impliquée dans tout cela, mais il y a beaucoup d'autres aspects de la société qui sont impliqués dans la réponse à ces maladies infectieuses émergentes. Mais ça ne fera pas partie de ma présentation de ce matin. Vous voyez ces ces trois roues d'engrenage qui expliquent un peu comment nous pouvons travailler ensemble pour avoir une réponse efficace. Si on commence à droite, c'est là où la science commence à entrer en jeu, la recherche et aussi le développement. Alors, vous voyez qu'il y a toute une longue liste de choses et c'est une diapositive qui est très chargée. Mais ce que ça dit, c'est que la tâche immédiate pour la recherche, c'est la coordination, la collaboration au niveau mondial. Il faut immédiatement parler à d'autres pays, parler aux scientifiques d'autres pays, à l'OMS. L'OMS a fait ça de façon très efficace. On a des réunions hebdomadaires auxquelles nous participons en tant que groupe d'experts, de sorte qu'immédiatement, en temps réel, ça a changé nos données et nos rapports sur les résultats. Il faut isoler le pathogène aussi. Comme je l'ai dit, la vidéo est la première organisation qui a isolé le virus du COVID-19. On doit ensuite développer des tests diagnostiques et des réactifs. Il faut comprendre de quoi a l'air cette maladie, qu'est-ce qu'elle fait, cette maladie, et comment elle se transmet. Ça prend des modèles animaux qui nous permettent de nous attaquer à ces questions et d'étudier comment on peut développer des vaccins. Est-ce que ces vaccins fonctionnent, etc. Il faut répondre à des questions sur le réservoir qui est affecté. Est-ce que c'est seulement les humains, mais est-ce que ça affecte également nos animaux? Est-ce que ça affecte les espèces sauvages, la faune? Est-ce que ça affecte nos espèces animales de bétail? Quelle est la corrélation avec l'immunité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vaccin pour qu'il soit efficace? Combien de temps est-ce que la protection va durer? De quoi va avoir l'air cette protection vaccinale? Et bien sûr, qu'est-ce qui arrive si le virus évolue, comme on le voit actuellement avec tous ces nouveaux variants qui nous arrivent? Comment répondre à cela? La science et la recherche a beaucoup de choses et de questions.
auxquelles on doit répondre. Du côté développement, bien sûr, on peut voir tout de suite qu'il faut commencer à développer des vaccins, des produits antiviraux, des solutions thérapeutiques, et ça exige une production de masse dans l'ensemble, une grande collaboration dans le monde entier. Et il faut aussi viser des groupes cibles, des groupes d'âge. Quel est l'âge, quel est le groupe d'âge, quelle est l'ethnicité, quel est le sexe qui est le plus visé. Vous voyez que la collaboration nous aide beaucoup à nous aider, la science aide beaucoup à prendre la bonne décision, qui est ensuite suggérée par le système de santé publique, qui va se consacrer sur la surveillance, le diagnostic, le traçage des contacts, la modélisation, la prévention, et il va aussi établir des campagnes de masse. Et ensuite, nos décideurs vont prendre cette information et doivent prendre des décisions pour développer, élaborer de nouvelles politiques sur la façon de superviser la situation, quand est-ce qu'on va aller dans des états de confinement, de fermeture d'activités. Ensuite, l'achat de vaccins, de médicaments, ainsi que des activités de communication. Maintenant, je voulais me concentrer dans ma présentation sur la réponse à la COVID-19 et je voudrais utiliser les vaccins. Je vais faire ça rapidement. Plusieurs personnes ont déjà entendu ça de très nombreuses fois auparavant. Alors, pour gagner du temps ici, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voici une vision schématique du virus. Nous avons tous entendu parler de cette protéine de spicule, qui est cette protéine sur la surface du virus que le virus utilise pour s'attacher à la cellule. Ce qui est montré ici, dans la prochaine diapo, vous voyez, ces virus, ce sont des particules virales qui essaient d'entrer à travers la surface de cette cellule pour entrer dans la cellule. Voici la cellule et les virus à l'extérieur qui essaient d'entrer. Et le virus entre en s'attachant à des récepteurs à la surface de la cellule en utilisant cette glycoprotéine de spicule comme protéine de liaison. Leur stratégie, bien sûr, pour plusieurs de nos vaccins, c'est de bloquer l'attachement, d'abord, neutraliser cet attachement au récepteur. Et on fait cela en utilisant de hauts niveaux d'anticorps qu'on appelle des anticorps neutralisants qui vont bloquer l'attachement du virus à la cellule. D'autre part, on veut aussi des cellules immunitaires qui soient encouragées, qu'on appelle des lymphocytes T. On veut les activer, ces lymphocytes T, parce qu'en même temps, on veut tuer les cellules infectées pour enlever ce qui se passe normalement dans une infection. Lorsque le virus entre dans la cellule, il prend le contrôle de la machinerie cellulaire et fabrique des milliers et des milliers de copies de lui-même, ce qui il quitte la cellule et se propage à d'autres cellules. Alors, les lymphocytes T jouent un rôle ici. On espère pouvoir tuer ces cellules infectées avant que le virus puisse fabriquer beaucoup de clones. C'est ce qui se passe dans les voies respiratoires, dans les muqueuses. Ce sont les cellules que je vous montre ici. Ça, c'est la surface des muqueuses. Il y a des récepteurs à la surface des muqueuses ici. Le virus va entrer par les voies aériennes, va entrer jusqu'à la surface de la cellule, ensuite va rentrer dans la cellule et à partir de là, sera propagé dans tout le corps. L'idée, c'est que si vous voulez une bonne réponse, déjà ici, il faut empêcher le virus d'entrer dans la cellule et ensuite dans le corps. Par la suite, il faut bloquer le virus et l'empêcher d'infecter d'autres cellules. C'est là-dessus que se concentre la plupart des vaccins, sur cette protéine de spicule. Il y a deux technologies, des virus vivants et des virus inactivés. On utilise le virus complet comme un virus vivant. On n'en a pas pour l'instant en Amérique du Nord. La Chine travaille sur un de ces vaccins à virus vivant où on prend le virus, on le désactive et on utilise ce virus désactivé. Ces deux approches ne sont pas très populaires. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui travaillent là-dessus. Comme vous savez, un plus grand nombre de compagnies travaillent beaucoup plus, comme on appelle, des vaccins à ADN, à spicule. On se concentre sur cette protéine de spicule comme cible du vaccin et on fait ça en se concentrant sur la génétique, les instructions génétiques, sur le manuel de fabrication, si vous voulez, qui fabrique, c'est là-dessus que se basent les vaccins à ARN et à ADN. On se concentre sur la zone qui enveloppe les protéines. On livre des protéines et on les revêt par un vecteur comme un virus animal, comme pour le vaccin d'AstraZeneca. Et on utilise ce que Novavax fait, par exemple. On utilise la protéine comme supplément. Alors, normalement, dans ce processus, le développement de vaccins prend de très nombreuses années. Comme vous voyez ici, là, il y a cette phase préclinique initiale qui commence en laboratoire. Ensuite, il y a une phase animale.
où on fait la preuve de concept, on démontre le concept sur des animaux. Ensuite, on passe à ces essais cliniques et on est maintenant tous des experts dans ces. On en a entendu parler tellement souvent. La phase 1 se concentre sur l'innocuité du vaccin. La phase 2 se concentre sur l'innocuité et nous permet de voir comment le vaccin fonctionne. Et la phase 3, c'est pour tester le vaccin dans de grandes cohortes. Alors, ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est qu'au niveau mondial, on le sait tous, plusieurs de ces développeurs actuellement sont déjà rendus à la phase 3 de leurs essais et ont reçu des autorisations d'urgence. Au Canada, nous avons plusieurs compagnies qui sont déjà en essais cliniques, y compris nous-mêmes et Medicago, qui est actuellement en tête du peloton, qui va commencer bientôt leur phase 3 chez Medicago. Alors, bien sûr, ça coûte cher de développer un vaccin. Et bien sûr, les vieilles façons traditionnelles, c'était très long pour les vaccins humains. Ça varie entre 10, ça coûtait 800 millions de dollars ou même 1 milliard de dollars pour arriver au développement d'un vaccin. Ça, ce sont des chiffres qui se concentreraient sur des maladies infectieuses émergentes. Mais vous pouvez voir que ça augmente de plus en plus. Toutes les étapes individuelles pour amener le vaccin au marché le plus rapidement possible, ça exige de grands investissements, comme on le montre ici. Ça, c'est la façon la plus directe. Si vous regardez des groupes d'âge spécifiques, comme les enfants, les femmes enceintes et tout ça, vous pouvez multiplier ça par plusieurs. Vous pouvez multiplier ces chiffres parce que vous êtes obligé de faire un plus grand nombre d'essais cliniques. Non, c'est une entreprise très, très grosse et très significative quand on veut faire des vaccins. Voici notre propre vaccin. Et comme on l'a mentionné, nous sommes actuellement en phase 1, 2, 3. On a commencé notre conception en janvier 2020. En 4 semaines et demie, on avait un vaccin qui était prêt, qui pouvait entrer chez les animaux et être démontré. Ça a été démontré en mars déjà sur les furets que le vaccin fonctionnait. Malheureusement, on a dû sortir de l'organisation pour la fabrication avec les meilleures pratiques de fabrication parce que notre usine n'était pas disponible. Et c'est ça qui nous a pris le plus de temps dans l'échéancier. On a commencé rapidement quand même. Et on a été un des plus rapides au monde pour faire appliquer le vaccin sur les animaux, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Ce qui nous a pris du temps, c'est d'aller chercher d'autres compagnies pour faire la fabrication pour nous. Et c'est quelque chose dont je vais vous parler, vous expliquer comment on peut mieux se préparer, quelle infrastructure doit être en place pour mieux réagir. Actuellement, on est en train de construire une usine de fabrication chez nous, chez Vido. La construction sera terminée en 2021. Ça a l'air de quelque chose comme ceci. Peut-être ce sont des images que j'ai prises sur Internet. Ce n'est pas exactement l'allure que ça va avoir, mais ce que ça vous montre, c'est notre fabrication avec meilleures pratiques de fabrication, les MPF, les GMP. Et ce que ça fait, c'est que c'est très, très propre. Ce sont des salles très, très, tout en inox, en acier inoxydable, avec des vaccins à utilisation unique, des contenants à utilisation unique. Vous mettez le vaccin là-dessus, vous le faites fonctionner pendant une semaine ou le temps que ça prend pour fabriquer ce vaccin. Ensuite, après une semaine, on récolte la soupe provenant de ces sacs, on identifie le vaccin et on le met dans des petits contenants pour la finition. De toute façon, bien sûr, très simplifié et de parler de ce processus extrêmement complexe, mais ce qu'on est en train de construire ici chez Vido, c'est une installation qui va nous permettre de produire des vaccins humains aussi bien qu'animaux et surtout, ça va nous permettre de fabriquer avec différentes technologies, vaccins viraux, des vaccins bactériens, etc. Et c'est ça qui va nous permettre d'aider le Canada véritablement à développer des vaccins à l'avenir. Nous espérons que notre prochaine ligne de production va commencer en 2022. Vous voyez que la construction est actuellement en cours. Vous voyez la tuyauterie est déjà installée. Tout ça est relié à notre installation de haut confinement qui est illustrée ici. Ce qui rend cette installation tout à fait unique au monde, c'est que c'est relié avec notre laboratoire à confinement élevé. Une question qu'on peut se poser, c'est comment la science peut-elle nous aider à être mieux préparés pour la prochaine maladie émergente? Voici des points importants. Rien de nouveau dans tout ça. C'est vraiment tout ce qu'on a appris à de très nombreuses reprises au cours des dernières décennies. Nous devons améliorer et investir de l'argent dans la surveillance. Nous avons actuellement fait des avancées très importantes dans le domaine de la génomique, toutes les omiques en général, les protéomiques, etc. On peut maintenant faire de la surveillance et du criblage sur des populations spécifiques. On peut regarder les égouts, la faune sauvage et
les espèces domestiques et regarder toutes ces espèces. Il y a avoir une idée à quel point ces agents infectieux se sont propagés. Il faut aussi avoir de grandes plateformes de données pour un échange rapide. Ces plateformes sont maintenant disponibles pour un échange rapide d'informations pour qu'on puisse se connecter mondialement. Ensuite, il faut développer la prédiction. Ça, c'est là où la science a avancé le plus au cours de la dernière décennie. Prédire les prochaines maladies. Nous avons la capacité de vraiment comprendre la structure de ces pathogènes. En utilisant la biologie structurale, on peut comprendre comment ces prochains virus, ces prochaines bactéries, de quoi ils vont avoir l'air, comment ils vont interagir avec l'autre. Alors, cette connexion, ces prédictions nous aident à prédire qu'est-ce que pourrait être la prochaine infection. On peut modéliser cette prochaine infection, la simuler en laboratoire en utilisant nos ordinateurs, en utilisant la bioinformatique, les protéomiques, toutes les omiques pour prédire quelle pourrait être la prochaine maladie. Et avec tout ça, on peut commencer à travailler à faire de la prévention en vue de la prochaine maladie. On apprend tous actuellement, on voit comment on réussit bien dans les technologies vaccinales. On apprend qu'il est très important pour nous maintenant d'avoir des plateformes technologiques qui nous permettent un déploiement rapide pour des vaccins, pour des médicaments, ainsi que pour des agents thérapeutiques. Idéalement, ces plateformes pourraient être préapprouvées par les autorités réglementaires, de sorte que tout ce qu'on a à faire quand une nouvelle maladie apparaît, ce serait de trouver cette séquence génomique du pathogène et tout le reste aurait été préapprouvé, prêt à être lancé. La cible actuellement au niveau mondial, par CEPA et avec l'OMS, le BCP et l'OMS ont annoncé que ça va, l'objectif, c'est 100 jours seulement après une éclosion. En 100 jours, on veut avoir un agent qui pourra passer à des essais cliniques. Et c'est sûr que la science ne peut pas se faire en isolation. Nous devons continuer de collaborer, nous devons avoir une meilleure coordination et de meilleurs réseaux sur la façon dont les scientifiques peuvent travailler ensemble pour anticiper, se préparer, être prêts pour les prochaines maladies infectieuses. Ça, à mon avis, c'est là où, en tant que pays, on doit vraiment penser à comment est-ce qu'on va mettre en place l'infrastructure nécessaire qui va nous permettre de réagir de façon efficace. Alors, à mon avis personnel, je crois que dont on a besoin, ce sont des infrastructures spécifiques qui se concentrent sur le travail sur les maladies infectieuses émergentes. Des centres de recherche, j'appelle ça des centres de pandémie. On a besoin donc de centres de recherche qui sont équipés de la bonne infrastructure. Ça veut dire laboratoire à haut confinement, en plus avec une installation de fabrication, avec les meilleures pratiques de fabrication, ainsi que des installations animales et avec des experts de partout dans le monde aussi, bien formés, prêts à entrer à l'attaque et qui ont l'expertise nécessaire. Alors, comme j'ai mentionné, il faut avoir une installation de confinement élevé en interne, une installation de fabrication intégrée, capacité de travailler avec des espèces exotiques, d'où proviennent ces maladies, chauves-souris, etc. Il faut avoir accès à de grandes plateformes de données en bioinformatique. Il faut se concentrer sur le développement de technologies, de plateformes qui pourront ensuite être rapidement déployées lorsque la prochaine maladie va émerger. Pour mettre tout ça en place, il faut investir, bien sûr, dans l'infrastructure, mais il faut aussi penser au recrutement stratégique des meilleurs experts mondiaux par des programmes de bourse, par un recrutement direct. Il faut aussi commencer à construire la bonne capacité au Canada en formant les gens sur la façon de travailler dans des installations à haut confinement pour travailler au niveau 3 et même dans des laboratoires de niveau 4. Ces organisations doivent entrer en partenariat avec des compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques nationales et mondiales. On fonctionne déjà avec plus de 80 compagnies. Donc, ça exige un temps de réaction rapide avec une réponse immédiate aux besoins de ces compagnies pharmaceutiques et biotechnologiques. Il est donc très important que ces centres soient reliés à beaucoup de gens très loin. En tant que pays, il est aussi très important d'avoir un financement d'exploitation à long terme. Ce à quoi nous devrions tous penser, c'est est-ce que c'est pare-feu, par exemple? Si vous voulez des pompiers, si vous voulez former des scientifiques pour qu'ils soient prêts à être utilisés lorsqu'une urgence se produit, c'est un peu comme des pompiers. Nous devons avoir des services d'incendie en place. On ne peut pas commencer à construire un service d'incendie lorsqu'un feu se déclare, commencer à former les gens, les recruter. C'est pour ça que c'est si important de les recruter à l'avance et d'avoir tout ça en place à l'avance. Comment on y arrive? Ça examine nos dépenses R&D au niveau interne au Canada. On voit malheureusement qu'au Canada, au cours des prochaines années, ça s'est érodé. On a pris du retard par rapport à certains autres pays du monde pour ce qui est des dépenses en R&D. Et ça, c'est
capital pour nous. Il faut commencer à investir dans le secteur R&D en construisant des infrastructures et découvrir des nouveaux types de recherche, mais aussi développer, commercialiser des produits, etc. Et comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment là où je pense qu'il faut commencer à penser à des financements spéciaux pour les maladies infectieuses émergentes avec ces centres pandémiques, comme je les appelle. Le Canada, je sais que mon temps est écoulé, mais le Canada a eu une réponse très rapide. Le Canada a réagi très rapidement à la COVID-19. C'était un appel du CHR, des Instituts canadiens de santé, avec plusieurs autres Canadiens. Plus de 200 projets se sont financés. Le processus d'examen a été super rapide, 2 semaines seulement. Et j'ai dit dans d'autres organisations qui fournissent beaucoup d'argent, mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a réagi. Hein. C'était juste une réaction, malheureusement. Et c'est ça ma remarque principale ici. Nous ne devons pas être réactifs, mais proactifs. Nous devons maintenant penser à comment allons-nous investir vers la recherche en matière de maladies infectieuses émergentes pour que nous soyons prêts à lancer nos efforts lorsque la nouvelle maladie va émerger. Et c'est ce qu'on montre ici. Il faut agrandir les infrastructures, donner du financement d'exploitation, bâtir la capacité scientifique, des réseaux de réponse rapides et aussi, ce qui est très important, avoir des appels d'offres, des appels de propositions séparés pour qu'on puisse travailler en parallèle et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Des recherches en confinement 3 ou 4, coûte très cher, c'est très important de se pratiquer. C'est ma dernière diapo ici, ça vous montre où je vois, où on s'en va, où la science nous amène. Euh, Normalement, on attend qu'une maladie apparaisse. Traditionnellement, ça peut nous prendre jusqu'à 10 ans pour faire un vaccin. Eh bien, maintenant, on pense qu'on peut faire ça en moins de 2 ans. Mais même là, c'est des milliers de milliards de dépenses nécessaires. Alors, la question est, c'est pourquoi est-on doit attendre? Pourquoi devrions-on attendre? Pourquoi ne pourrions-nous pas prédire et préparer des vaccins en anticipation? De sorte qu'un avion pourrait partir de Genève avec 10 millions de doses et on les aurait déjà prêts pour cette prochaine éclosion prévue, ce nouvel agent prévu. Voici, c'est la fin ici. Je pense que la virologie structurelle, la bioinformatique a tellement avancé qu'on est maintenant dans cette situation où on peut prédire quel sera le prochain pathogène, quelle sera son allure, et on peut presque, en laboratoire maintenant, simuler ce qui pourrait se produire dans la nature faisant sauter ça à travers la barrière interspécifique et ensuite avoir le vaccin prêt pour la prochaine maladie. Là-dessus, j'aimerais remercier, bien sûr, tout l'excellent appui que nous avons reçu au cours de la dernière année, à la fois du gouvernement fédéral ainsi que du gouvernement de la Saskatchewan, ainsi que des instituts canadiens de recherche en santé et de très nombreux bailleurs de fonds. J'aimerais vous remercier de votre attention. Je suis désolé que j'ai passé mon temps de 2 minutes et je suis heureux de répondre à toutes questions que vous pourrez savoir. Merci beaucoup. Merci, Kacha. Et merci à l'auditoire pour leurs excellentes questions. Merci au Dr. Gertz pour ses réponses détaillées. Il me fait plaisir maintenant d'inviter l'honorable Alexandra Mendes, présidente adjointe de la Chambre et présidente du comité plénier de la Chambre, pour offrir nos sincères remerciements au Dr. Gertz. Je devrais être habitué à cela maintenant, toute cette idée d'allumer la sourdine et d'allumer la vidéo. J'aimerais beaucoup remercier le Gertz pour sa présentation absolument fascinante. Vous nous avez laissé avec plus de questions. Vous avez soulevé beaucoup de questions. L'auditoire a posé. Je suis très impressionné par le travail qui se fait à la vidéo et c'est sûr que je vais partager cela avec mes collègues parlementaires. Le partenariat en faveur des sciences et de la technologie pour cette excellente série de conférences qui nous informent et qui nous permet de guider les politiques dont le Canada aura besoin pour se préparer dans le futur. I think that's more than anything what we need to take from this conference. Je pense que c'est ce qu'on a besoin de retirer de cette conférence, je pense, Dr. Gertz. Dr. Gertz, c'est vraiment d'être vraiment bien préparé pour être pleinement outillé pour l'avenir. Et je pense que c'est très certainement la plus grande leçon que j'en retire. Merci encore beaucoup de l'occasion que vous avez donnée. J'ai beaucoup appris. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui. Nous espérons que vous allez remplir le
court sondage qui va apparaître à la fin de la séance pour améliorer nos événements futurs. Notre prochain déjeuner d'études à Papineau va travailler sur le secteur des réclamations de territoire, la restauration territoriale. Nous aurons le docteur Nate, qui est professeur à la faculté de l'agriculture et des sciences environnementales à l'Université de l'Alberta. Nous aurons donc la docteur Nate. Pour des informations sur d'autres événements, des petits déjeuners de Papineau, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. Merci de vous être joints à nous.